Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la certification Python, donc PCIP, Python Certified Associate Programmer. Bon, aujourd'hui on va commencer le module numéro 6, dernier module toujours dans la préparation pour la certification PCIP. Donc la leçon d'aujourd'hui c'est numéro 35. On va discuter sur l'approche orientée objet. Bon, avant de discuter sur l'orienté objet, donc on va citer les éléments à traiter dans ce module. Donc on va découvrir l'approche orientée objet. Après, on va discuter sur les classes, les méthodes, les objets, les caractéristiques d'objectifs standards. Bon, troisième élément à traiter toujours dans ce module, donc c'est la gestion des exceptions. Et dernier élément, c'est-à-dire on va travailler avec des fichiers pour sauvegarder et pour récupérer des informations qui se trouvent dans des fichiers. Bon, la première des choses, donc on va commencer par, avant de discuter sur l'approche orientée objet, donc normalement presque tous les programmes et techniques que nous avons utilisés jusqu'à présent, bon, ça ce qu'on appelle la programmation procédurale. Donc le style de la programmation procédurale, bon, le style de la programmation procédurale a été donc l'approche dominante de développement logiciel pendant des décennies d'informatique. Donc, il est toujours utilisé actuellement et aujourd'hui. Donc, l'approche objet est assez jeune par rapport à la programmation procédurale, beaucoup plus jeune. Donc, la programmation procédurale, elle est particulièrement utile lorsqu'elle est appliquée à des projets de grande et donc complexes réalisés par des grandes équipes composées de nombreux de développeurs. C'est-à-dire, bon, pour travailler avec des projets plus complexes et plus grands, donc on va utiliser ce qu'on appelle la programmation ou l'approche orientée objet. Normalement, Python est un outil universel pour la programmation d'objets et procédurale. C'est-à-dire, elle peut être utilisée avec succès dans les deux domaines, ce qu'on appelle objet et procédural. Bon, on va commencer par la programmation procédurale qu'on a déjà vu. Bon, dans l'approche normalement procédurale, il est possible de distinguer deux modes différents et complètement séparés. Le mode des données, ce qu'on appelle les variables de différents types, et le monde de code, c'est-à-dire tout ce qui est module, fonction. Regardez ici, on a les données qui se trouvent dans le programme principal, et on a ici des fonctions, c'est-à-dire on va diviser le programme en plusieurs fonctions, et donc les fonctions c'est pour traiter et pour utiliser les données qui se trouvent ici. Et même si je peux déclarer quelques propriétés locales au niveau de chaque fonction. Bon, l'objectif c'est les fonctions. Elle fait quoi? Donc elle fait le traitement des informations ou des données qui se trouvent dans le programme principal. Normalement, les fonctions peuvent utiliser des données, mais pas l'inverse. C'est-à-dire, des données, on ne peut pas donc utiliser des fonctions. Les fonctions sont capables d'abuser des données, c'est-à-dire d'utiliser donc la valeur de manière non autorisée. Par exemple, lorsque la fonction sinus obtient un solde de compte bancaire, donc elle peut faire n'importe quelle chose, c'est-à-dire peut donc le débiter, on peut l'ajouter et peut transférer du solde, etc. Donc c'est-à-dire on a ici des données et la fonction qu'elle a, donc lorsqu'elle obtient donc par exemple le numéro de compte, les données qui se trouvent ici, elle peut faire plusieurs choses.
Donc ça c'est dans la programmation procédurale. Dans la programmation toujours procédurale, les programmes sont basés sur des fonctions. Et les données peuvent être facilement accessibles et modifiables. C'est-à-dire les données qui se trouvent dans le programme principal, elles sont accessibles et modifiables par les fonctions, donc les fonctions toujours qui se trouvent dans le programme. Donc ça c'est pour c'est pour la programmation procédurale. Pour l'approche objet, normalement dans l'approche objet ou la programmation orientée objet, le programme est divisé en parties appelées objets qui ne sont pas facilement accessibles et modifiables. Regardez ici, on a ici des objets. Et chaque objet, il contient leurs fonctions et leurs données. Les données de chaque objet, elle est indépendante pour les autres objets. Normalement, dans la programmation orientée objet, un concept de programmation qui se concentre sur l'objet plutôt que sur les actions et les données plutôt que sur la logique. C'est-à-dire, il se concentre sur les données, etc. pour le protéger, etc. L'approche normalement objet suggère une manière de penser complètement différente que la programmation procédurale. Les données et le code sont enfermés ensemble dans le même monde divisé en classes. C'est-à-dire, donc on peut déclarer des classes qui contiennent des données, etc. Donc, sont fermées, c'est-à-dire, je ne peux pas donc visualiser les données qui se trouvent ici dans la classe, etc. Chaque classe, normalement, est comme une recette qui peut être utilisée lorsque vous souhaitez créer un objet utile. Bon, toujours les classes. Et à partir de ces classes-là, je peux créer des objets. Bon, toujours dans la notion ou l'approche objet, chaque objet, normalement, c'est un ensemble de traits. Elles sont appelées de ce qu'on appelle les caractéristiques ou les propriétés ou les attributs. Et capable d'effectuer un ensemble d'activités. C'est-à-dire, toujours chaque objet, il contient quoi? Des caractéristiques et ce qu'on appelle des activités, ce qu'on appelle les méthodes. Donc, pour faire changer les informations ou les données qui se trouvent dans l'objet. C'est-à-dire, donc l'objet lui-même, il peut faire des changements des données qui se trouvent dans l'objet. C'est-à-dire, toujours, l'objet, il est protégé donc, par rapport au externe. Normalement, les failles de la programmation procédurale posant le besoin de la programmation orientée objet. La programmation orientée objet corrige les défauts de la programmation procédurale en introduisant le concept objet et classe. Elle améliore la sécurité. Normalement, le premier objectif, c'est pour améliorer la sécurité des données, ainsi que l'initialisation et le nettoyage automatique des objets. La programmation orientée objet permet de créer plusieurs instances de l'objet sans aucune interférence. C'est-à-dire, lorsque je dis l'instanciation, donc par exemple, on a une classe. Donc après, on va donc discuter sur les classes et les objets. Donc pour le moment, c'est pour faire la différence entre la programmation procédurale et la programmation orientée objet. Par exemple, on a une classe, je peux donc créer des objets à partir de ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'instanciation. Donc je peux créer une instance, ça, ce qu'on appelle les objets. Et ça, donc, lorsque je fais la définition des objets, des propriétés ou des caractéristiques qui se trouvent ici, ça, ce qu'on appelle l'instanciation d'un objet. Bon, on va prendre un exemple pour faire la différence entre les deux. Donc, on va prendre, par exemple, un programme de gestion d'une école. On va prendre l'exemple la gestion d'une école, une application qui fait la gestion d'une école. Dans le procédural, on va se poser la question
Donc, pour la programmation procédurale, on va se poser la question. Que fait une école? La question, c'est que fait une école? Donc, l'école, elle fait quoi? L'inscription, l'édition des bulletins, etc. Donc, on va diviser donc, le programme sous forme de sous-programmes ou ce qu'on appelle les procédures ou les fonctions. Pour Python, c'est les fonctions. Par contre, dans l'orienté objet, toujours dans la même application gestion d'une école. Mais pour le moment, c'est donc l'approche orientée objet. On a besoin de créer l'application avec l'orienté objet. Donc la question qui se pose, donc c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'école? Qu'est-ce qu'il y a dans l'école? Dans l'approche procédurale, la question c'est que fait une école? Que fait une école? Et dans l'orienté objet, qu'est-ce qu'il y a dans l'école? Par exemple, dans l'école, il y a les étudiants, les enseignants, les cours, les examens, etc. Donc, on va définir des classes, des objets. Chaque disposera des caractéristiques. Donc, c'est-à-dire lorsque je dis, donc, je peux créer une classe qui s'appelle par exemple étudiant, classe qui s'appelle enseignant, etc. Et chaque classe, elle contient des caractéristiques, ou ce qu'on appelle les attributs, ou les propriétés. Et il y aura d'autres choses que les caractéristiques ou les propriétés, ce qu'on appelle le comportement, les méthodes. C'est pour faire les activités pour changer ces propriétés-là, etc. Bon, on va donc, jusqu'à maintenant, on a discuté dans l'orienté objet sur la notion classe et objet. On va commencer par classe. Normalement, la classe qui nous intéresse est comme une catégorie. Donc, normalement, la classe, c'est comme une catégorie, résultant de similitudes précisément donc définies. Par exemple, on va prendre la classe véhicule. C'est une catégorie des objets, etc. Donc, véhicule. La classe des véhicules est très large. Ça, c'est la classe. C'est une classe très large. Nous devons alors définir des classes plus spécialisées. Par exemple, les véhicules terrestres, les véhicules, par exemple, aériens, les véhicules spéciaux, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les sous-classes. Ça, c'est la classe principale ou superclasse. Et ça, ce qu'on appelle les sous-classes. Bon, sera une superclasse. Donc, regarde ici. Donc, les véhicules, donc la classe véhicule sera donc la superclasse. Et ça, ce qu'on appelle les donc sous-classes. Et même si pour la classe véhicule terrestre, je peux donc faire des spécialisations. Véhicule à roues, véhicule échantillé, véhicule aéroglisseur, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la hiérarchie. Donc, toujours, normalement, la hiérarchie croît de haut en bas, comme les racines des arbres, par les branches. La classe la plus générale, par exemple véhicule, est le plus large et toujours en haut. Ça, ce qu'on appelle la super classe. Tandis que ses descendants sont situés en dessus, ça, ce qu'on appelle les sous-classes. Ça, c'est sous-classe pour véhicule. Et ça, c'est le sous-classe véhicule terrestre. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie. C'est-à-dire, je peux définir une classe et donc c'est une classe générale, ce qu'on appelle une catégorie générale. Et pour la catégorie donc véhicule, je peux créer d'autres catégories, par exemple véhicule terrestre, donc véhicule aérien, etc. Et pour les catégories véhicules, je peux créer d'autres catégories, etc. Pardon. Bon, c'est quoi un objet? Bon, pour le moment, on a discuté sur la classe. On va parler pour le moment sur l'objet. C'est une représentation d'une chose matérielle. Normalement, l'objet, c'est une représentation d'une chose soit matérielle ou immatérielle, de réel à laquelle on
associer des propriétés et des actions. Toujours dans les objets, on va trouver les propriétés. Deux éléments essentiels, c'est ce qu'on appelle les propriétés et les actions. Par exemple, des objets, donc on a l'objet voiture, on a l'objet personne, on a l'objet animal, on a l'objet un nombre, ou bien un compte bancaire, peuvent être vus comme des objets. Et toujours lorsque je parle sur l'objet, on a une classe, c'est la catégorie. Donc, et pour la classe, je peux créer plusieurs objets. Et toujours dans la classe, on va trouver les propriétés et les actions, ce qu'on appelle les méthodes. Et ça, c'est les propriétés. Sont des variables externes. Une classe, normalement, une classe est un modèle de données. La classe, c'est un modèle de données définissant la structure commune à tous les objets qui seront créés à partir d'elle. Plus concrètement, nous pouvons percevoir une classe comme un moule grâce auquel, c'est-à-dire comme un moule, grâce auquel nous allons créer autant d'objets, c'est-à-dire ça c'est un moule ou c'est une catégorie que je peux créer avec le moule plusieurs objets. Bon, par exemple, pour modéliser n'importe quelle personne, on a par exemple une classe personne, et j'ai besoin de créer des personnes, c'est-à-dire des objets personnes. Bon, la classe personne normalement, donc elle va contenir des propriétés. Par exemple, la couleur la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la taille, le sexe, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les propriétés de la classe personne. Pour les méthodes, je peux définir une méthode qui s'appelle marcher, courir, manger, boire, etc. Lorsque je dis l'objet, par exemple l'objet Ahmed, c'est quoi l'objet Ahmed? C'est-à-dire je peux définir donc les propriétés. Par exemple, lorsque je dis Ahmed avec la couleur des yeux bleus, avec la couleur par exemple, lorsque je vais définir donc les propriétés, je donne des valeurs à des propriétés. Ça, c'est ce qu'on appelle l'instanciation d'objets. C'est-à-dire, je peux créer un objet. C'est-à-dire, comment on va créer un objet? Je dois donner des valeurs aux propriétés de la classe. C'est-à-dire, lorsque je dis donc le nom, la première des choses, c'est le nom de l'objet, Ahmed. Donc, normalement, Ahmed, la première propriété de la classe, c'est la couleur des yeux. C'est-à-dire, je définir donc la couleur des yeux bleu. Donc, la couleur des cheveux, par exemple, marron. Donc, la taille, et ainsi de suite. Et je peux définir ce qu'on appelle des méthodes pour faire des changements des propriétés externes. Bon, donc, qu'est-ce qu'un objet? Normalement, jusqu'à maintenant, on a deux notions qui se répètent, les classes et les objets. Une classe, normalement, parmi d'autres définitions, est un ensemble d'objets. Donc, une classe, c'est un ensemble d'objets. Un objet est un être appartenant à une classe, c'est-à-dire une classe. Donc, on peut définir et on peut créer donc plusieurs objets. C'est-à-dire, c'est comme une catégorie ou un moule pour créer des objets. Chaque sous-classe, c'est-à-dire pour les classes, on a des classes et on a les sous-classes. Et pour chaque sous-classe, je peux créer par exemple des objets. Bon, pour chaque sous-classe est plus spécialisée ou plus spécifique que sera superclasse. L'inverse, chaque superclasse est plus générale, plus abstrait que n'importe laquelle de ces sous-classes. Tout objet lié à un niveau spécifique d'une hiérarchie de la classe hérite de tous les traits ainsi que les exigences et les qualités définies dans l'une des superclasses. Bon, regardez ici par exemple
la hiérarchie. Lorsque je dis le véhicule, ça c'est la catégorie ou ce qu'on appelle la superclasse. Je peux définir, je peux donc créer des objets ce qu'on appelle des propriétés qui se trouvent dans tous les sous-classes. Par exemple, ici la couleur, je peux donc mettre ici la couleur, c'est une propriété générale. Donc, ce que je dis par exemple véhicule terrestre, je ne peux pas définir donc des propriétés à l'intérieur de la classe que je peux l'utiliser ici et ici. C'est-à-dire ça on va le mettre dans véhicule. C'est-à-dire ici on peut l'ajouter des propriétés qui est spécialisée donc pour les véhicules terrestres. Même si pour les véhicules à roues, donc je peux ajouter d'autres propriétés à l'intérieur de ça dans la classe véhicule à roues, donc qui est spécialisée pour les véhicules à roues. Bon, toujours dans l'objet. Normalement, un objet, la convention de la programmation orientée objet, suppose que chaque objet existant peut être équipé de trois choses. Le nom de l'objet, donc les propriétés, ce qu'on appelle les caractéristiques de l'objet, et les activités. Un objet a un nom qui l'identifie. Chaque objet a un nom pour l'identifier et doit être unique dans son espace de nom d'origine. Un objet possède un ensemble de propriétés, ce qu'on appelle les caractéristiques ou les attributs individuels qui les rendent original, unique ou exceptionnel. Un objet, normalement, a un ensemble de capacités pour effectuer des activités. C'est ce qu'on appelle les méthodes. Est capable de changer l'objet lui-même. C'est-à-dire, lorsque je dis changer l'objet lui-même, c'est-à-dire changer ses propriétés-là, etc. Ou certains d'autres objets. Bon, ça c'est la notion de la programmation orientée objet. Bon, pour Python, donc comment on va créer les classes et comment on va créer les objets. Donc, toujours pour créer un objet, donc il faut vérifier que la classe déjà existe. On ne peut pas créer un objet donc sans de créer la classe. La première des choses, c'est de créer la catégorie, la classe, et après je peux créer l'objet. Donc l'existence d'une classe ne signifie pas que l'un des objets compatibles sera automatiquement créé. C'est-à-dire, lorsque je dis on a une classe qui existe, c'est-à-dire c'est pas automatique, donc les objets seront créés, etc. La classe elle-même n'est pas en mesure de créer un objet. Vous devez le créer vous-même. Et Python vous permet de le faire. Bon, la classe nouvellement définie devient un outil capable de créer de nouveaux objets. L'outil doit être utilisé explicitement sur demande. L'acte de créer un objet de la classe sélectionnée est également appelé une instantiation. C'est-à-dire l'acte pour créer un objet, c'est ce qu'on appelle l'instanciation. Lorsque l'objet devient une instance de la classe. Par exemple, comment on va créer une classe? C'est très simple. Pour le moment, on va créer une classe qui est vide, qui ne contient pas d'autre chose. Donc, c'est-à-dire qui est vide. Bon, comment on va créer la classe? Toujours le nom de le mot-clé classe. Le nom de la classe, c'est la même chose que les fonctions, etc. Deux points et à la ligne. Donc ici, on va définir les propriétés, les méthodes, etc. Pour le moment, on a fait une seule instruction qui s'appelle pass, c'est-à-dire comme quoi, voilà, donc on a mettre donc la classe vide. Et pour créer l'objet pour la classe qui déjà existe ici. Donc toujours, c'est la même chose que les variables pour la déclaration des variables. Le nom d'objet et le nom de la classe est égal donc le nom de la classe. Donc pour le moment c'est très simple.
Donc ça c'est pour créer un objet et ça c'est pour créer une classe. Sur P. Bon, dans la leçon d'aujourd'hui, on a fait la différence entre donc la programmation procédurale, la programmation orientée objet. On a discuté sur la notion classe et sur la notion objet. Merci pour votre attention. À la suite.